Trump, d'abord, pour vous répondre, c'est la peur. Hein? C'est-à-dire le Canada a une peur bleue de Donald Trump. À ce point-là. Oui, c'est psychologique. C'est-à-dire le Canada n'est plus dans la politique, il est dans la psychopolitique. Quand tout est psychologisé... Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Bienvenue pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle deux choses. La première, c'est de bien vous abonner à cette chaîne YouTube. Beaucoup d'entre vous ne sont pas encore abonnés. Votre abonnement nous permet d'augmenter la visibilité de la chaîne YouTube et d'augmenter aussi la diffusion de nos idées, de nos enquêtes, de nos analyses, de nos investigations. Donc c'est extrêmement important. Et aussi parce que, je le rappelle, Omerta ne vit d'aucune subvention publique. Nous avons besoin pour payer nos journalistes et poursuivre notre travail de terrain, de votre soutien aussi. Et ça tombe bien parce que notre dernier magazine, Congo Silence on tue, est disponible dans tous les kiosques. Vous pouvez aussi retrouver sur notre site internet www.omertamedia.fr nos anciens magazines qui sont en vente, comme cet excellent magazine Anti-Woke, sorti il y aura bientôt 1 an, mais qui est toujours d'actualité. Aujourd'hui, on va parler du Canada, du Québec, et vous allez voir que la problématique du wokisme, elle est extrêmement présente dans le monde occidental et dans la thématique dans le pays qu'on va aujourd'hui explorer avec notre ami Jérôme Blanchet-Gravel. Bonjour Jérôme. Bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être venu. Tu es de passage quelques jours à Paris. Alors je te présente pour nos auditeurs. Tu es auteur, tu es journaliste et tu es rédacteur en chef de Libre Média. C'est un média au Québec avec une chaîne YouTube à laquelle nos auditeurs peuvent s'abonner. Je leur recommande d'ailleurs parce que il faut suivre l'actualité au Canada, au Québec, parce qu'on va en parler, mais c'est un peu le laboratoire de la chute de l'Occident. Et donc, c'est très intéressant. En plus, évidemment, c'est une chaîne francophone, donc ça aide. Tu as sorti plusieurs ouvrages, notamment un Québécois à Mexico, parce que tu es Canadien, mais tu connais bien l'Amérique du Sud, en particulier le Mexique, pays qui fait l'objet de beaucoup de fantasmes et qu'on connaît mal. Donc c'est intéressant par ton ouvrage de pouvoir le découvrir. Et puis aussi la face cachée du multiculturalisme. Tout ça, ça se retrouve sur Amazon, c'est ça ? Oui. D'accord. Écoute, parfait. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors c'est vrai que on entend beaucoup parler des États-Unis, Donald Trump. On entend beaucoup parler de l'Europe de Bruxelles, de cette partie de ping-pong diplomatique, de ce rapport de force diplomatique autour de l'Ukraine, autour d'autres thématiques. Mais on connaît mal la situation au Canada, qui est pourtant voisin immédiat des États-Unis, qui a réagi aussi un peu comme l'Europe de Bruxelles, j'allais dire les mondialistes européens à l'élection de Donald Trump. Ça a quasiment donné lieu à une scène d'hystérie dans la classe politique canadienne, en tout cas dans la majorité à l'époque. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par nous dire quelle est un peu aujourd'hui la situation politique au Canada ? Oui, écoutez, le Canada connaît un déclin fulgurant sur plusieurs plans économiques. Par exemple, le Canada actuellement a l'une des croissances économiques les plus faibles de tous les pays occidentaux. Il y a une chute de la productivité. C'est un pays qui, évidemment, connaît une immigration massive, qui est insoutenable sur le plan culturel. C'est un pays qui n'a pas d'identité. C'est un bazar impossible. C'est le laboratoire, effectivement, du déclin occidental. En fait, c'est une caricature du déclin occidental. Hein. S'il y a un déclin français, nos auditeurs n'imaginent pas exactement le déclin canadien, à quel point c'est profond. Et donc, ce pays qui s'est toujours aussi rêvé comme le phare mondial moral, c'est-à-dire de l'humanité, hein, dans ce pays qui se croit encore à l'avant-garde du progrès, à l'avant-garde de l'ouverture, de la bienveillance, est un pays qui vit actuellement dans le déni de sa propre chute. Donc, il y a plusieurs paramètres. Là. On peut mesurer ça avec divers indicateurs. Mais déjà, l'économie, ça parle. Hein. C'est ce qui va parler le plus concrètement aux citoyens, parce que des fois, on parle de wokisme, etc., les idéologies, les gens, on trouve ça des fois un peu abstrait, hein, mais l'économie, ça frappe le portefeuille. Donc, les gens commencent à réaliser quand même que le Canada va assez mal. Écoute, on paye le prix, évidemment, de l'ère Trudeau. Hein, c'est le premier ministre, notre petit prince boréal, qui laisse derrière lui un pays ravagé.
Donc, c'était aussi, écoutez, plusieurs choses. C'était aussi un pays à l'avant-garde de l'euthanasie. Le Québec, en particulier, à l'intérieur du Canada, est déjà le champion du monde, détient le record mondial du nombre d'euthanasie, donc ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, un bel euphémisme, etc. Une population vieillissante également. Donc, bon, dans ce contexte-là, moi, je ne crois pas exactement à l'immigration zéro. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'immigration au Canada, mais l'immigration zéro, dans un contexte de vieillissement accéléré, de pénurie de main-d'œuvre, bon, c'est difficile quand même sur le plan économique parce qu'il faut quand même que l'État conserve certaines entrées d'argent. Puis il faut, pour soutenir tout ça, pour soutenir la chute, en fait, du Canada. L'immigration apparaît aussi comme une sorte de mesure artificielle pour essayer de pallier, comme on dit, à ce déclin. Donc, écoutez, le portrait du Canada actuellement, les gens pourraient dire que je suis pessimiste, que je suis négatif, mais moi, je ne le crois pas et l'économie parle, encore une fois. Donc, un pays qui est également aussi qui se croit encore à l'abri de l'histoire. C'est un pays qui a un caractère insulaire, qui ne comprend pas exactement son rapport au continent. Donc, c'est un pays qui, absorbé par le quotidien, par les loisirs, la société des loisirs est très, très forte. Les gens sont absorbés par tout ça. Et Donald Trump, c'est le grand réveil. C'est pour ça que les Canadiens et la presse, en particulier les médias, ne le digèrent pas. C'est-à-dire que Trump est venu, en québécois, péter la bulle des Québécois, des Canadiens. Il est venu briser le safe space du Canada. Encore une fois, cette espèce de deal qui se croit à l'abri, justement, des aléas de l'histoire. Et Trump force les Canadiens, finalement, à faire leur examen de conscience. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a un effet sur le peuple canadien? Est-ce qu'il y a une forme de réveil par rapport à l'immigration, par rapport au déclin économique, par rapport au déclin culturel, par rapport à tout ça? Il se passe quelque chose ou pas avec Trump? Oui, d'abord, Trump, ça a été la peur. Justement, Mark Carney, le nouveau premier ministre canadien qui poursuit le règne libéral. On pensait que les conservateurs réussiraient à prendre le pouvoir. Ils étaient très en avance dans les sondages, mais non. Arrive cette espèce de quasi-coup d'État, il faut le dire, c'est-à-dire le parachutage de Mark Carney, ce banquier mondialiste qui est un imposteur, qui est un oligarque. Donc, on se fait parachuter carrément un oligarque qui devient, dans un premier temps, premier ministre délégué en vertu du système parlementaire britannique. Donc, tout ça se fait légalement, mais sur le plan de la légitimité, c'est quand même assez problématique. Donc, Mark Carney est inconnu du public canadien. Quelques semaines après, devient premier ministre. Écoutez, on ne le connaissait pas. C'est absolument incroyable. Tu dirais que c'est un coup d'État politique, en quelque sorte, ou pas? Légalement, non. Mais il faut comparer. C'est-à-dire, si la manière que ça s'est fait, si ça s'était produit dans un autre pays, je pense qu'on aurait considéré ça comme un coup d'État. C'est-à-dire, le Canada, encore une fois, se croit une démocratie parfaite, immaculée. C'est le phare moral de l'humanité. Les Canadiens sont très naïfs, finalement. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'au Canada, il y a aussi des intérêts, des rapports de force, etc. Mais pour moi, oui, c'est un quasi-coup d'État. Légalement, non, mais sur le plan de la légitimité, en même temps, c'est un coup de génie. C'est de la part des libéraux qui ont conservé le pouvoir avec un bilan aussi désastreux. Il fallait vraiment être, finalement, très, très habile sur le plan de la communication. Donc, Trump, d'abord, pour vous répondre, c'est la peur. C'est-à-dire le Canada a une peur bleue de Donald Trump. À ce point-là. Oui, c'est psychologique. C'est-à-dire le Canada n'est plus dans la politique, il est dans la psychopolitique. Quand tout est psychologisé au Canada... Psychopathologie. Oui. Donc, il s'agit toujours de calmer les anxiétés, les angoisses des Canadiens. Finalement, les politiciens sont devenus des sortes de thérapeutes, finalement. Là. Et Donald Trump, il faut comme... on convie le peuple canadien à une espèce de thérapie. Et Trump fait peur aux Canadiens parce qu'il déstabilise ce confort. Le Canada est ravagé par le confort. Le mal que fait le confort au Canada, c'est incroyable. C'est-à-dire une population qui a oublié que dans la vie, il fallait faire des efforts et que des fois, il y avait effectivement de l'adversité dans la vie. Donc, c'est vraiment le safe space au Canada. Les gens ne vivent que pour, pratiquer leurs loisirs, que pour... c'est le bien-être corporel, c'est le bien-être psychologique. Et Trump, avec ses menaces d'annexion,
déstabilise la psyché canadienne, hein, ce pays qu'on croyait encore une fois à l'abri de tout. Et Mark Carney a vendu ça. Il a vendu la sécurité aux Canadiens. Donc, c'était un peu la poursuite de la COVID. C'est-à-dire, la peur de la peur de COVID, ensuite la peur de Trump. C'est toujours la peur qui domine dans les médias traditionnels. Quand Trump parle d'annexion du Canada, toi, tu le prends au premier degré ou tu y vois un message, justement, on sait qu'il aime aussi, je dirais, provoquer, secouer un peu l'agenda mondialiste, l'agenda cosmopolite. Quelle lecture tu en fais de cette déclaration? Bien, écoutez, je pense, concrètement, politiquement, une annexion serait assez cohérente sur le plan historique. C'est-à-dire, même le Québec, à un certain moment, a eu une élite politique qui voulait s'annexer. C'est-à-dire, on fait partie, on est des Nord-Américains. Donc, géographiquement, l'annexion du Canada n'est pas exactement une chimère. Ce qui est une chimère, par ailleurs, c'est la souveraineté du Canada. C'est-à-dire, le Canada, sans les États-Unis, c'est pas grand-chose. Donc, c'est aussi les Canadiens, et c'est un peu ce que reproche d'ailleurs Trump aux Canadiens, c'est-à-dire, vous vivez sur notre dos, c'est-à-dire, vous êtes à l'abri de tout parce que vous avez l'Empire en bas. Là. Et imaginez si le Canada avait une frontière, par exemple, avec le Mexique. Le Canada n'existerait plus aujourd'hui. Il aurait été avalé par l'Amérique latine. Donc, je pense que Trump, oui, s'amuse avec ces menaces-là. C'est une opération de communication politique assez habile. Trump a ringardisé le Canada en l'espace de quelques tweets. C'est assez incroyable. Hein? C'est-à-dire que le Canada, en quelques secondes, est passé de grands pays respectables à une espèce de pays ringard complètement naze, sans identité. Et c'est quand même assez le cas. Donc, je pense pas, de toute façon, je pense que c'est pas un dossier prioritaire, dans le fond. Le Canada, vous savez, c'est 40 millions de personnes, c'est plus petit que la Californie. Donc, je pense que sur la pile de dossiers de Donald Trump, l'annexion n'est pas un dossier prioritaire. Je pense pas que les États-Unis aient besoin de ça, parce que le Canada est déjà inféodé en pratique aux États-Unis. Donc, mais ça, c'est pas impossible dans le sens où le Canada est un pays artificiel. D'abord, il y a la fracture entre le français et l'anglais. Le Canada français et le Canada anglais, ça reste quand même. Il y a ça, et c'est un pays géographiquement très grand, très peu peuplé, une population concentrée à la frontière des États-Unis. L'Ouest canadien est très pro-américain. On sait que l'Alberta est très sécessionniste également. Donc, il y a le Québec et l'Alberta, deux provinces qui rêvent de sécession. En fait, le Québec, actuellement, c'est moins fort, mais enfin, vous voyez que non, l'annexion n'est pas totalement irréaliste. Est-ce qu'il y a, justement, chez les Canadiens, est-ce qu'il y a un sentiment patriotique, un sentiment national développé comme on peut le trouver dans les pays européens, par exemple, ou aux États-Unis, ou est-ce que c'est finalement assez léger et finalement ça rend un peu cette provocation de Trump quelque part possible? Bien, le patriotisme canadien est toujours en réaction aux États-Unis. C'est-à-dire le Canada, qui est un pays artificiel, sans identité, où le multiculturalisme est une religion d'État pratiquement intégrée à la Constitution. Depuis longtemps? Depuis 1982. C'est justement le père de Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau, qui a intégré le multiculturalisme à la Constitution. Donc, il n'y a pas de patriotisme fort au Canada. Il y en a quand les États-Unis, se montrent hostiles. Donc, le Canadien se définit contre les États-Unis. Hein. Parce que dans le fond, le Canada, c'est quoi? Les Canadiens sont des Américains, mais avec plus d'État-providence. En gros, ce sont des Américains de gauche, en gros. Alors que les Québécois, eux, sont réellement distincts avec la langue. Mais non, il n'y a pas de patriotisme canadien très fort, très affirmé, parce que, bon, en plus, c'est une mosaïque. Donc, c'est un pays post-national. Hein, c'est Justin Trudeau qui le disait, nous sommes un pays post-national, nous avons dépassé le stade. Donc, on est nationaliste seulement contre Trump, contre les méchants Américains qui, eux, sont finalement des beaufs, qui aiment les armes à feu. Donc, le Canadien, c'est un peu celui qui est un peu plus raffiné que l'Américain. Hein. Les Américains, eux, bon, c'est ça, ils sont violents, ils ont des problèmes, ils sont racistes, alors que le Canadien, lui, est au-dessus de ça. Le Canadien, lui, évidemment, est ouvert, l'Américain est fermé. Donc, c'est un peu un complexe d'infériorité, mais de supériorité. Hein. C'est un peu les deux à la fois.
Durant la campagne de Donald Trump, hein, pour la campagne présidentielle, est-ce que justement les élites politiques social-démocrates mondialistes canadiennes, est-ce qu'elles ont vraiment pris parti pour Joe Biden? Est-ce qu'il y a une campagne anti-Trump au moment de cette présidentielle? Et est-ce que ça peut expliquer aussi je dirais peut-être un peu le désir de revanche de Trump par rapport à cette galaxie libérale cosmopolite canadienne? Écoutez, les médias traditionnels subventionnés sont très, très hostiles à Donald Trump. C'est très, très cliché. Dans la presse au Québec en particulier, il n'est pas possible. Il n'y a que de la morale. En fait, dans les médias subventionnés, il n'y a que de la morale. Il n'y a plus vraiment d'analyse. La médiocrité dans les médias au Québec, actuellement, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on travaille à Libre Média. On veut redresser, hausser un peu le niveau. Et le régime, oui, ce qu'on appelle le régime au Canada, c'est-à-dire le Parti libéral, finalement, qui est pratiquement fusionné avec les institutions. C'est un peu le drame du Canada, c'est-à-dire les conservateurs n'ont formé que des parenthèses dans l'histoire canadienne. Le grand parti au Canada, c'est le Parti libéral, c'est-à-dire c'est l'establishment. Donc, le régime, lui, est hostile à Trump. Donc, mais ce qui est drôle de Trump, par contre, c'est que c'est un peu ces menaces d'annexion qui ont permis au Parti libéral de Justin Trudeau et à son successeur Mark Carney de garder le pouvoir. Et ça, on ne comprend pas ça à droite au Canada. C'est-à-dire, Trump n'a pas aidé la droite au Canada. Il a profondément nui, il lui nuit encore, parce que ce sont ces menaces qui, justement, ont permis aux médias, encore une fois, de véhiculer la peur d'un effondrement de l'économie, etc. Et donc, c'est cette peur de Trump qui a permis à Mark Carney d'être parachuté, d'arriver, de se présenter comme un sauveur, le sauveur du Canada, le grand négociateur qui allait pouvoir s'asseoir avec Trump, alors que Trump passe son temps à l'humilier. Donc, Mark Carney a l'air d'un vrai gamin dans le bureau ovale. Donc, vous me dites, revanche de Trump, non, parce que Trump, en fait, appuie d'une certaine façon Mark Carney, parce que, pourquoi, on ne le sait pas, peut-être pour affaiblir le Canada, peut-être parce qu'il se dit, si les Canadiens ont un dirigeant avec une gestion aussi réaliste, le Canada va s'affaiblir, donc je vais être encore plus en moyen d'imposer ce que je veux. Peut-être que c'est pragmatique, mais chose certaine, si Trump n'avait pas menacé le Canada d'annexion, ce sont les conservateurs qui actuellement gouverneraient le Canada. Une victoire des conservateurs, malgré des dizaines d'années de libéralisme et de mondialisme et d'idéologie cosmopolite, elle est possible encore au Canada? Écoutez, le ménage, oui, je pense que les conservateurs vont finir par prendre le pouvoir parce que le déficit est trop grand, parce que les institutions sont dans un mauvais état, pression sur les services publics, avec l'immigration, etc. Donc, économiquement, j'y reviens, les gens commencent à sentir les effets de cette gestion catastrophique, le prix des maisons, par exemple, des choses très concrètes, c'est-à-dire les loyers ont explosé un peu partout, l'inflation à l'épicerie. Donc ça, les gens le ressentent au quotidien. Donc, les conservateurs vont finir par prendre le pouvoir, mais le ménage, ça va prendre combien d'années, vous pensez, pour libérer les institutions du wokisme qui est profondément ancré maintenant dans les universités, dans les ministères. Donc, le Canada, je ne sais pas si ce ménage-là est possible. Ça va prendre des coupes massives, d'abord. Peut-être ça nous prendra un Javier Milei, vous savez. Ça prendrait un type comme ça. Mais les conservateurs restent des Canadiens. Ils ne sont pas non plus très radicaux, les conservateurs canadiens. Mais est-ce qu'il y a un réveil quand même dans l'opinion publique? Parce que là, vous proposez une alternative médiatique à l'information. Est-ce qu'il y a quand même un réveil chez ces gens chez les Canadiens qui ne sont pas tellement politisés, qui n'ont jamais été une carte dans un ou l'autre parti politique? Est-ce qu'il y a quand même un réveil de gens qui se disent, bon, l'économie s'effondre, les prix augmentent, le wokisme, ça va trop loin, l'immigration, ça va trop loin. Est-ce que vous sentez ça? Oui, il y en a. On le sent, nous, à Libre Média, par exemple. On a un public qui grandit, c'est-à-dire on a des abonnements. Donc, forcément, il y a des gens qui rejettent
cette mentalité, cet effondrement, qui veulent, qui veulent retrouver un pays avec des bases solides. Donc, mais c'est quand même assez lent par rapport à d'autres pays. Encore une fois, le Canada est un pays où les gens sont encore dans le quotidien, les loisirs, les faits divers. On a beaucoup un journalisme de faits divers au Québec en particulier. C'est beaucoup chiens écrasés, vaches égarées, etc. On a tout un bestiaire. Récemment, c'était des goélands qui ont empêché la livraison du courrier. Vous imaginez pas le niveau de médiocrité des médias au Québec. Donc, le réveil est très lent, mais il y en a un qui est graduel. Il y a une rupture au Canada aussi, là, c'est-à-dire entre, bon, c'est un peu cliché, mais entre le peuple et l'élite. Donc, oui, il y a une rupture qui se fait sentir, mais c'est pas assez vite, en tout cas à mon goût, du moins. Dans tout ça, quand même, parce qu'il y a une vision un petit peu... en vous écoutant, on a l'impression que c'est une vision un peu enfantine des Canadiens par rapport à la vie, la politique. Vous parlez de confort, société du confort, etc. Ah oui, total. Hein. Mais on voit quand même, parce que les choses n'arrivent pas par hasard, la dégradation que vous décrivez, c'est quand même le fruit d'une idéologie extrêmement bien structurée, avec ce parti libéral, avec le père et le fils Trudeau. On voit qu'il y a quand même une entreprise de déconstruction depuis 50 ans qui est méthodique et qui remplit quand même des objectifs idéologiques qui sont clairs, parce que ça n'est pas par hasard. Les choix sur l'euthanasie, sur un certain nombre de choses, tout ça, c'est le fruit d'une idéologie. Cette idéologie, on voit d'ailleurs de l'autre côté de la frontière, c'était celle de Biden, c'était celle de Clinton, etc. Est-ce qu'on est au Canada quand même dans le cœur de la matrice cosmopolite, mondialiste, et libéral-libertaire quelque part? Oui, c'est un des grands laboratoires du wokisme, ce qu'on appelait avant le progressisme. Le wokisme qui est un terme quand même assez récent, un concept assez récent qui englobe beaucoup de choses. Mais oui, peut-être avec l'Angleterre, bon, on a vu avec l'identité numérique, etc. Donc, quelles sont les forces qui agissent au Canada pour imposer ce genre d'agenda? Écoutez, durant la pandémie, évidemment, on a parlé de Big Pharma, etc. Donc, il y a forcément des intérêts, là, sans aller dans l'analyse marxiste. À qui profite l'imposition de cette idéologie, ou le crime, hein, finalement? C'est quand même difficile à déterminer. Mais est-ce que le Canada va pouvoir survivre à la révolution Trump idéologiquement? C'est-à-dire, c'est là qu'on va voir. Est-ce que les États-Unis vont tolérer les excès, finalement, du Canada, qui va se présenter comme justement le refuge peut-être des prochains exilés progressistes américains, un peu comme les loyalistes avaient monté au Canada à la Révolution américaine. Donc, est-ce que le Canada va jouer la carte du refuge des progressistes américains? Ce ne serait pas totalement impossible. Mais quelle chute? J'y reviens, mais culturellement, démographiquement, on peut parler de la natalité aussi qui est en chute libre. Et une immigration massive. Et ça aussi, il y a une réaction. Là, par contre, les gens commencent sur ce sujet en particulier, une réaction quand même qui se... Pourquoi? Aujourd'hui, c'est quoi? C'est un problème de quantité d'immigrés ou... Oh, oui. La quantité est démesurée. C'est complètement fou. Dans les 2 dernières années, en particulier au Québec, et on sait qu'au Québec, bon, le Canada français, le Canada anglais, et c'est très clair que le gouvernement fédéral, multiculturaliste, anglophone, se sert de l'immigration pour noyer le fait français au Canada. Ça, c'est sûr. Et donc, on fait venir des immigrés qui vont finalement noyer le Canada français dans cette masse cosmopolite. Et ça, c'est pas très loin d'être d'un ethnocide, là, quand même. Ethnocide. Donc, les Québécois, oui, on dit que les Québécois sont les plus racistes de la Fédération. C'est un terme dont on abuse beaucoup.
Mais je vous dirais que oui, c'est de plus en plus visible, même à Québec, par exemple, où je vis. C'est-à-dire que Québec était encore considéré jusqu'à récemment comme une ville, justement, qui avait résisté... Homogène. Homogène, oui, c'est ça. Bon, les Français venaient à Québec, ils disaient c'est un peu comme la France d'autrefois, on aime ça. Mais Québec n'est plus du tout la ville homogène qu'elle était il y a encore 3 ans, peut-être. Il n'y a pas encore de tension, par contre, il faut l'avouer. Il n'y a pas les tensions qu'on voit en France, interculturelles, intercommunautaires. Il y a moins de problèmes de sécurité? Beaucoup moins. L'immigration? Je pense qu'il y en a, oui. On va voir comment ça se développe. Mais pour l'instant, oui, c'est un peu le miracle canadien. Ça, je lui donne au Canada. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a peu de tensions intercommunautaires. Ce qu'on a vu, par contre, les 7-8 octobre, quand même, on a vu qu'on avait une communauté musulmane très, très affirmée. Donc là, évidemment, entre juifs et musulmans, c'est moins facile, là, la cohabitation. Mais il faut l'avouer, pour l'instant, le Canada demeure un pays sécuritaire. Apparemment moins qu'il y a quelques années. À Montréal, il y a quand même pas mal de fusillades, mais rien comme l'Amérique latine, là, et rien comme les États-Unis non plus. Donc pour l'instant, ça, il faut dire que ça tient. Mais pour combien d'années, il faut voir. Est-ce que le mouvement trumpiste, le mouvement MAGA, inspire aujourd'hui les conservateurs canadiens dans leur dynamique pour prendre le pouvoir? Est-ce qu'il y a une porosité finalement? Et est-ce que un petit peu la voie de rupture radicale qu'a imposé Donald Trump dans la campagne présidentielle, ce qui lui a permis d'être élu, est-ce que ça peut donner des résultats, inspirer les conservateurs canadiens? Bien, c'est une bonne question parce que la réponse, c'est sans doute oui, mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que comme Trump est hostile au Canada, les conservateurs doivent en fait faire l'effort de se distinguer le plus possible des Trumpistes. Donc, ils doivent constamment, dans les médias, dire que nous, on est conservateurs, mais on n'est pas pro-américains. Les Américains c'est le peuple de l'autre côté de la frontière, etc. Donc, ils sont prisonniers de ça, c'est-à-dire, surtout les conservateurs, encore une fois, anglo-saxons, là, par rapport au Québec, ça reste différent. Mais qu'est-ce qu'être conservateur quand on est Canadien-Anglais? Par rapport aux États-Unis, il y a un problème de définition. Le Canada n'a pas d'identité, en fait, très forte face tout court. Le Canada a une identité très, très diffuse. Donc, je vous dirais que Poilievre a dû rappeler plusieurs fois qu'il allait justement être très, très ferme avec Donald Trump. Il y a même eu des incidents, par exemple, dans des rassemblements conservateurs où des gens qui avaient des casquettes MAGA ont dû les retirer pour pas que les médias les filment. Donc, pour vous répondre, oui, ils sont inspirés, comme tous les mouvements conservateurs sans doute sur la planète, mais ils ne peuvent pas l'affirmer. Au contraire. On voit aux États-Unis, il y a toujours je dirais surtout là, dans le contexte de tension extrême entre les forces politiques, entre les idéologies, il y a besoin d'une incarnation. Et c'est vrai que Donald Trump a rempli parfaitement ce rôle. Il a incarné ce retour du conservatisme aux États-Unis. Est-ce que vous avez aussi au Canada un leader qui aujourd'hui se dégage, qui peut derrière porter cette révolution conservatrice avec un combat politique qui est non seulement déjà de gagner les élections, mais vous l'avez dit, il faut ensuite transformer profondément, puisque l'idéologie cosmopolite a été finalement s'est enracinée dans tous les secteurs de la société, de l'administration. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un leader qui apparaît ou qui peut apparaître pour porter la victoire électorale et les changements profonds dont le Canada a besoin? À l'échelle fédérale, on n'a pas vu d'autres personnes que Poilievre. Poilievre est resté chef du Parti conservateur. Qui est-il? Pierre Poilievre, qui est cette personne? Pierre Poilievre, c'est le chef du Parti conservateur qui était jusqu'à récemment prédestiné à devenir premier ministre. Il a été longtemps dans les sondages, en avance dans les sondages devant Trudeau. Mais quand Trudeau a annoncé sa démission et que Mark Carney est arrivé et que Trump a commencé à menacer le Canada d'annexion,
Là, il a perdu plusieurs points. Donc, Pierre Poilievre, c'est ça, le chef du Parti conservateur, qui est un anglophone, mais bon, qui parle français, qui a des origines canadiennes françaises également, et dont la femme est vénézuélienne. Hein. Donc, c'est quand même assez marrant d'entendre certains dire que ce serait quelqu'un d'extrême droite. Bon, il me semble que, bon... C'est quand on parle de... Quand certains médias critiquent J.D. Vance, alors que sa femme est indienne... Oui. Écoutez, on entend n'importe quoi. Vous le savez, Oui, à Omerta, oui. à quel point les étiquettes, on les multiplie. C'est le festival du n'importe quoi. Oui. Donc, Poilievre, c'est quelqu'un qui est bon en anglais. En français, il y a toujours ça. Hein. C'est que c'est deux pays. Le Canada, deux pays dans un pays. Il y a le Québec et il y a le Canada anglais. Donc, Poilievre est très à l'aise en anglais, forcément sa langue. Quand il arrive en français, bon, c'est plus difficile. C'est quand même quelqu'un de solide. Moi, je pense qu'il a bien fait de rester, de ne pas démissionner. Je pense qu'il a encore une chance de devenir premier ministre peut-être dans 2 ans, parce que c'est un gouvernement minoritaire, donc il peut toujours tomber, puis le déficit est tellement énorme. Mark Carney fait pire que Trudeau sur le plan économique, c'est incroyable. Incroyable. Il avait annoncé tout le contraire, il ne tient pas ses promesses. Il était censé... je veux dire, freiner l'hémorragie. Là. Il n'est pas en train de faire ça du tout. C'est incroyable ce qui se passe au Canada, vraiment. Puis les gens ne s'en rendent pas compte. Oui, on parle d'un réveil, mais ça continue. Donc, mais Poilievre, évidemment, c'est pas Trump. Il n'y a pas la même envergure, il n'y a pas la même aura, etc. Puis, bien, j'y reviens aussi, c'est le conservatisme canadien-anglais est assez édulcoré. C'est-à-dire que vous allez à des rassemblements du Parti conservateur et vous avez tout un paquet d'enturbanés, c'est-à-dire des gens, des Sikhs, par exemple. Il y a beaucoup de Sikhs au Canada. Donc, on est vraiment prisonnier de ce multiculturalisme qui fait même partie de l'ADN du Parti conservateur. Là. Le Canada est profondément progressiste. C'est un pays qui est peut-être perdu, hein, d'une certaine façon. Je ne sais pas s'il y a de l'espoir. Moi, il y a beaucoup de gens qui veulent quitter le Canada, par exemple. Moi qui ai été longtemps au Mexique, il n'y a pas une semaine où des gens m'écrivent. Les gens me demandent comment je fais pour quitter le Québec, comment je fais pour quitter le Canada. Je veux aller en Floride, je veux aller au Mexique, je veux aller en République dominicaine. Et quelle est aujourd'hui la motivation Économique, beaucoup. Les gens sentent... il y en a beaucoup, c'est-à-dire... il y a une population, il y a une masse endormie, mais il y a quand même une masse réveillée, là, bon, sans être woke, ces fameux éveils woke, là. Mais oui, il y a carrément un désir d'exode d'une partie petite, mais quand même importante de population. Moi, on me demande, il y a une année où je disais à ma femme, je pourrais me partir d'une agence d'immigration au Mexique, je pense que on gagnerait de l'argent, là. C'est-à-dire parce que, bon, j'étais dans les médias, les gens savaient que j'étais au Mexique durant la pandémie. Puis la pandémie, bien oui, les gens, durant la pandémie, les gens sont traumatisés de cette dictature sanitaire. Quel était le régime pendant la pandémie? Quelle était la situation pendant la pandémie au Canada? Tyrannique, c'est un des pires confinements en Occident. Concrètement, vous pouvez prendre des exemples? Concrètement, bien, écoutez, vous alliez voir votre mère, vous pouviez recevoir une amende, les rassemblements étaient interdits, ils ont cancellé littéralement Noël 2 fois, le rapport à Noël, c'est incroyable. C'est-à-dire, on a réussi au Québec à fêter clandestinement Noël. On n'était pas en URSS, là. C'est-à-dire que vous recevez vos parents passent par la porte d'en arrière pour entrer chez vous, là. Vous baissez les rideaux, vous tamisez la lumière. Dénonciation, c'est-à-dire délation de ceux qui fêtaient Noël. La police peut débarquer chez vous parce que vous avez fêté le réveillon. Mais on était au Canada, cette supposée grande démocratie libérale. Et comment vous l'expliquez? Est-ce que c'était, je dirais, des mesures d'ultra-protection, ou est-ce qu'il y avait aussi une volonté finalement de toucher à certains symboles, quelque part aussi un peu de fragiliser certains symboles culturels, identitaires canadiens? Ça n'a pas été dit, mais moi, c'est-à-dire, quand on s'attaque à Noël, forcément, on s'attaque à la dernière fête culturelle des Québécois, parce que les Québécois n'ont plus vraiment de tradition, et ils ne le savent pas exactement. Mais si ce n'était pas intentionnel, le résultat est le même. C'est-à-dire, écoutez, là, puis on a annulé la fête de Noël, interdit la fête de Noël, la dernière grande tradition occidentale au Québec, 2 années de suite.
Et l'année suivante, les médias se sont employés encore à faire la guerre à Noël pour dire que, par exemple, pour éviter les intoxications alimentaires, donc tout un éventail de stupidités incroyables, les risques associés à l'alcool au volant, fêter Noël, c'est dangereux parce que vous pourriez prendre votre auto en état d'ébriété, etc. Donc, tout était bon pour justifier, finalement, la fin de la fête de Noël. Et donc, oui, je pense qu'on peut parler d'une attaque frontale envers ce qu'il restait de la civilisation chrétienne au Canada. C'est très, très grave. Hmm. Ah oui, c'est grave. Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la déstructuration systématique, culturelle, symbolique, identitaire. Et pendant ce temps-là, on célèbre les traditions, évidemment, des peuples étrangers. C'est-à-dire que le premier ministre va systématiquement dire, bon, aujourd'hui, c'est la fête, les fêtes nationales, c'est la fête de la Grèce, ou, je ne sais pas, c'est le Ramadan. On va souligner le Ramadan, mais on va faire la guerre à Noël. Mais c'était très, très concret. Ça n'a pas été dit. Écoutez, il y avait même une publicité du gouvernement du Québec durant la pandémie où on présentait carrément la famille comme quelque chose de dépassé et ringard. C'est-à-dire, il y avait des oncles, par exemple, qui étaient mis en scène dans la publicité, et c'était présenté comme ne pas fêter Noël, c'est finalement s'éviter d'être en compagnie, la compagnie lourde et dérangeante de ces ringards d'oncles complètement dépassés, racistes peut-être, blancs en plus, c'est terrible, vous voyez. Donc, tout était bon. Une publicité officielle du gouvernement du Québec qui ringardisait la famille. Est-ce que vous qui finalement participez un peu à la liberté du paysage médiatique, informationnel au Canada, est-ce qu'il y a une pression? Nous, en France, il y a une certaine pression administrative sur des médias non mainstream. Est-ce que vous avez aussi, vous connaissez, en tant que journaliste, en tant que patron de médias, aussi une pression comme ça de l'appareil administratif canadien? Est-ce que vous êtes entravé dans votre travail? Quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez vous rencontrer? Bonne question. Je vous dirais que c'est surtout une pression, c'est-à-dire le conformisme ambiant. Mais sur le plan administratif, on n'est pas entravé. Sur le plan économique non plus. Évidemment, on est un média non subventionné. Donc, le défi, c'est la taille du marché, je pense, sans trop parler en entrepreneur. C'est-à-dire le Québec reste... c'est modeste en population, 9 millions, 8 millions de francophones, donc c'est un petit marché. Pour les médias émergents, comme le nôtre francophone, avec une ligne très différente que celle des médias traditionnels, c'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, finalement. C'est un petit marché. Ensuite, le conformisme ambiant est étouffant, là, c'est-à-dire on fait semblant de nous ignorer. Il n'y a pas de passerelle entre les médias indépendants et les médias traditionnels comme on peut le voir un peu en France, c'est-à-dire, par exemple, vous, peut-être, vous allez être invité à Europe 1 ou, les gens de Frontières vont être invités, par exemple, sur Europe 1. Il y a quand même... C'est un peu plus poreux, non, le monde, peut-être en France, entre les médias traditionnels et les médias indépendants comme Omerta. Est-ce que vous, par exemple... Oui, ça peut... C'est vrai que ça peut... Il y a les grands médias mainstream, là, c'est... je dirais, on est complètement blacklisté. Et puis, il y a même... oui, carrément. On ne parlera pas de vous, Figaro, non? Non, sur les grands médias du service public, c'est extrêmement idéologisé, dans le sens, effectivement, dans un sens soit de l'extrême gauche radicale, soit, je dirais, du macronisme, c'est-à-dire, en fait, derrière cette idéologie libérale cosmopolite. Voilà, la majorité des médias mainstream sont quand même tenus, et c'est très difficile, effectivement. Nous, on l'a vu sur des questions, par exemple, sur la question du wokisme, ou sur la question de la guerre en Ukraine. Le narratif mainstream ne supporte pas la contradiction ou la prise de recul, l'analyse, même l'analyse, j'allais dire, d'un point de vue purement français, c'est totalement exclu. Il y a effectivement quelques médias
notamment Europe 1 ou CNews, qui peuvent Ah, CNews, c'est ça. qui mettent comment dire, du relief dans leur diffusion, dans leurs approches sur un certain nombre de sujets, mais globalement, ça s'est beaucoup radicalisé en France. OK. Donc au Canada, c'est vrai que... C'est plus hermétique encore. Ouais. Donc la pression, non, on n'est pas entravé évidemment par les autorités ni rien. Le défi, c'est de briser cette moutonnerie, Est-ce qu'il y a un ce groupe... consensus. Le consensus a été étouffant. En France, on a Vincent Bolloré investi dans la sphère médiatique, je dirais en grande partie, puisque je dirais financièrement, le secteur des médias n'a jamais été le secteur le plus rentable dans lequel investir, par envie d'engagement politique et idéologique. Est-ce que vous avez la même chose au Canada? Est-ce que vous avez comme ça une grande fortune qui s'est intéressée au secteur des médias et qui a dit, tiens, je vais changer le narratif mainstream, on va faire autre chose? Pas encore. La culture de la philanthropie est moins développée. Ça, c'est un autre de nos défis, nous, à Libre Média. C'est-à-dire, au Québec, les gens pensent qu'ils sont généreux parce qu'ils payent des impôts. Et ça se limite pas mal à ça. Non, écoutez, du côté des médias privés au Québec, il y a le groupe Québécois qui est énorme, mais qui perd des plumes chaque mois. Les médias traditionnels, leur modèle n'est plus du tout rentable, on le sait, au Canada. Donc, c'est l'État. C'est les subventions. C'est exactement. Comme en France. Le gouvernement est le respirateur artificiel des grands médias. C'est ce qui explique pourquoi ils se sont transformés en outils de propagande. C'est-à-dire, au Canada, on a même Radio-Canada, qui est une société d'État, donc c'est le diffuseur public, donc qui est tenu. Radio-Canada diffuse ni plus ni moins la propagande du Parti libéral du Canada. Là. Bon, il y a quand même des émissions au travers assez bonnes, mais vous comprenez. Et ça a été même dit avec Trump, on disait il faut même renforcer. Il faut subventionner davantage Radio-Canada parce qu'il faut évidemment répandre la bonne nouvelle canadienne. Il faut opposer aux fake news américaines la vraie information canadienne. Donc ça, c'est très dangereux. Vous comprenez, là, la souveraineté de l'information, oui et non. Là. Donc tout ce qu'on appelle la désinformation, on le sait, que la censure procède de cette façon-là. Donc ça, c'est la désinformation. Donc nous, on vous apporte la vérité. Donc on est beaucoup encore là-dedans au Canada. Donc la vérité contre... c'est très manichéen. Donc, non, il n'y a pas de fortune. Mais écoutez, ça se peut qu'il y ait des fortunes qui s'intéressent même à nous. Là. On sait qu'il y a des fois des gens qui cognent à notre porte, sans trop rien dévoiler. Là. Mais on sait qu'on émerge. C'est sûr qu'on attire l'attention forcément de certains secteurs privés. Peut-être que c'est la même chose chez Omerta. Peut-être que ça vaut très cher. Omerta, aujourd'hui... Donc, il faut garder espoir. Mais le défi, c'est ça. Au Québec, c'est vraiment au niveau des mentalités. Hein. C'est-à-dire, les Québécois ont peur aussi de la désunion. C'est-à-dire, comme c'est un peuple qui a dû se tenir pour ne pas être assimilé à l'anglais, on associe un peu le débat, malheureusement, à cette dissension. C'est-à-dire, les Québécois ont peur de disparaître comme peuple. Donc, ils aiment le consensus parce que le consensus les garde dans une certaine unité culturelle. La télévision traditionnelle a longtemps joué ce rôle-là. C'est-à-dire c'est un vecteur, les gens regardent tous la même émission, sont dans le même esprit, etc. Donc ça a fonctionné un temps, ça a des vertus, il faut le dire, ça a peut-être contribué justement à notre unité culturelle, qui est très importante, mais aujourd'hui, les médias sont tellement propagandistes, ils sont tellement médiocres aussi, c'est une question de niveau, c'est-à-dire qu'ils contribuent à l'abrutissement de la population. Je pense que vraiment les médias sont responsables en grande partie du déclin intellectuel et culturel au Québec, au Canada. Donc aujourd'hui, c'est dépassé. Je pense qu'il va falloir... De toute façon, le modèle n'est plus rentable, on le sait. Ça prend 10 personnes dans un média subventionné pour faire ce que fait une personne, ce que vous faites. Vous, ça prend 10 personnes, je veux dire, au service public. Il y a combien de gens qui travaillent pour faire ce que vous faites? Il y en a peut-être 5. Qu'est-ce qu'on pense au Québec, peut-être au Canada plus généralement, de ce qui se passe en France? C'est quoi l'image de la France aujourd'hui?
Ben, on regarde ça un peu loin, c'est malheureux. Le Québec a déjà été plus près de la France et inversement. Je dis souvent la blague que la France s'intéresse plus à l'Algérie qu'au Québec. C'est vrai, parce que, bon, pour des raisons historiques, etc. Donc, il y a un peu une romance aussi en France, c'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment le Québec, tu sais, en France. On a un peu inventé ça. En même temps, c'est joli. Mais il faut travailler Puis davantage. on est cousins directs aussi, il faut quand même le dire. Oui, oui, ben oui, bien sûr, bien sûr. Donc, il faut travailler davantage au lien entre le Québec et la France. Notre émission, notre épisode aujourd'hui, y contribue. Mais c'est ça, il faut plus. Il faut plus de liens entre nous. Mais par exemple, le cambriolage au Louvre, Ouais, ouais. dans la presse au Québec, c'est perçu comment? Ben, c'est perçu honnêtement comme de l'incompétence incroyable là, du gouvernement français. Là. Ça, c'est sûr. La France a de l'air folle. Là. Ça fait pas très sérieux. On dirait le film Lupin, ou je sais pas trop. Là. Ça a l'air tiré en plus d'un scénario d'un film de Netflix, etc. Donc, non, la France paraît très mal, paraît très, très mal à l'international avec cette histoire-là. On dirait un pays, je veux dire, ça fait pays pauvre, ça fait pas pays développé, là. Ça fait pas 5e puissance mondiale, quoi. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas tellement une surprise, votre réponse. Et un point aussi intéressant, parce que nous, on suit beaucoup l'actualité de la guerre en Ukraine. On sait que Justin Trudeau était vraiment un des soutiens acharnés de Volodymyr Zelensky. Quel est le regard du peuple canadien, du peuple québécois sur aujourd'hui les événements en Ukraine? Ça n'a pas changé. Conservateurs et libéraux ont toujours appuyé l'Ukraine, le régime de Kiev, sans trop de nuances. Au Canada, on a quand même réussi à applaudir un ancien soldat nazi au Parlement. Je ne sais pas si vous avez vu. Là. Oui, c'est vrai. C'est absolument incroyable et personne s'en est rendu compte qu'on ovationnait un nazi. Trudeau s'est excusé pour ça ou pas? Sans doute. Mais quand même, tout le monde était debout, là. C'est-à-dire, il aurait fallu qu'on s'en rende compte. Alors, comment on explique que des cosmopolites, mondialistes, multiculturalistes applaudissent un ancien soldat nazi Aveuglement idéologique, mais l'explication la plus, disons, la plus logique, c'est la diaspora ukrainienne. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a 1 million de Canadiens d'origine ukrainienne au Canada. C'est énorme. Donc, c'est énorme sur une population de 38, 39, bon, 40 aujourd'hui. Apparemment, on a atteint 40. Donc, surtout, c'est un lobby. Il y a un lobby ukrainien très fort au Canada qui oriente les positions de tous les partis politiques sur l'Ukraine. Donc, il y a un alignement total pour cette raison-là et pour aussi des raisons de politiquement correct, etc. Et d'alignement sur les États-Unis. Bon, avec Trump, c'est différent. Mais c'est sans nuance. Malheureusement, on n'a pas été capable, dans les médias, de faire autre chose, encore une fois, que de la morale sur le conflit. Libremédia, donne la parole, par exemple, à Anne-Laure Bonnell, qui est allée une fois pour nous, quand même, dans le Donbass, pour Libremédia. On la salue. Donc, nous, on a essayé d'apporter des nuances, mais vous savez, il n'y en a pas. C'est-à-dire, Libremédia est, par exemple, des fois accusé de faire dans la propagande russe, alors que on donne régulièrement la parole à des opposants au Venezuela, à Cuba, qui sont des régimes appuyés par la Russie. Donc, en Amérique, on n'est absolument pas aligné sur la Russie. Sur le conflit russo-ukrainien, on était plus nuancé. Il faut l'avouer. On a montré les deux côtés, finalement. C'est simple, hein? Oui, mais ça suffit pour être accusé la neutralité était, finalement, être du côté de la Russie. Vous ne pouvez pas être neutre, vous ne pouvez pas être objectif. Donc, c'est très décevant. Donc, ça a été, comme on dit, une avalanche de points de sens unique là, sur le conflit. Donc, la position du Canada ne va pas changer et vous avez vu, là, il y a même une sorte de rapprochement entre le Canada et l'Union européenne, là, justement, à travers Mark Carney. Donc, le Canada va aller jusqu'au bout dans son soutien inconditionnel à l'Ukraine. Oui, c'est ça. On est vraiment dans un alignement total, avec les démocrates américains quand ils étaient encore aux commandes. Ouais. Mais maintenant, il y a une espèce de face à la menace Trump et de l'autre côté à Poutine,
il y a une espèce de durcissement et un rapprochement très fort entre les élites canadiennes et les élites européennes, c'est ce que vous dites. Oui, pour justement se distinguer de Trump, hein, qui serait un mauvais allié, etc. En même temps, l'Europe est affaiblie. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canada de se rapprocher de l'Europe? En même temps, c'est pas très réaliste. C'est-à-dire, c'est un déni de la réalité continentale du Canada qui est quand même sur les épaules des États-Unis. C'est un peu comme si le Mexique voulait ça. C'est le continent là, qui parle. Là. Donc, non, je pense que c'est pas une position très réelle. En même temps, l'alignement total sur les États-Unis, peut-être pas non plus très prudent. Par exemple, là, en Irak, si on n'est pas là en Irak, c'était pas une guerre très bonne, ça, l'Irak. Vous savez, là, c'était pas mal du complotisme, ça, les armes de destruction massive en Irak. Donc, des fois, je pense que le Canada doit rester vraiment souverain, mais se rapprocher, par exemple, de l'Angleterre, de Keir Starmer, qui verse dans le techno-totalitarisme, n'est pas beaucoup mieux. Là. Vous avez vu avec l'identité numérique et tout. Là. Oui. Quel laboratoire aussi. Hein. Puis le Canada est très britannique. Hein, donc... Oui, il y a une proximité entre l'Angleterre et le Canada qui est restée. Qui est historique, mais qui est toujours extrêmement forte, c'est ça? Mm-hmm. Et problématique dans le contexte actuel. Ouais. Comment est-ce qu'on peut aider votre média? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu peut-être de quoi il s'agit, de quel sujet vous traitez, comment est-ce que vous travaillez dans ce contexte quand même un peu comme ici, un peu oppressant? Oui, bien écoutez, nous, Libre Média est né de la pandémie, hein, parce que on s'est aperçu durant la pandémie qu'il n'y avait aucune liberté d'expression, était gravement menacée. Donc, notre premier élan, ça a été la pandémie pour d'abord offrir la parole à d'autres experts, donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, contester, il faut le dire aussi, les mesures sanitaires abusées du gouvernement. Donc, il y avait cet aspect plus militant au départ à Libre Média. Et après, évidemment, la pandémie s'est terminée, etc. Donc, c'est un média quand même dont la mission fondamentale est de préserver, de protéger la liberté d'expression, d'offrir, de contribuer au véritable pluralisme des points de vue dans l'espace public, à la régénération aussi de la société civile. Donc, c'est un espace de liberté, un espace de dialogue. Donc, essentiellement, c'est de la presse écrite sur notre site libre-media.com et on a une chaîne YouTube où on a plusieurs reportages internationaux, etc. C'est sûr que, étant un média québécois, on a une attention particulière sur les Amériques, l'Amérique latine, etc. Donc, vous pouvez régulièrement lire des choses, par exemple, justement, sur les États-Unis. Vous vous intéressez à la vie du continent Oui. Plus qu'à l'Afrique, parce que, c'est notre continent à nous. Ouais. Donc, par exemple, récemment, on avait des trucs, on a régulièrement des trucs sur... c'est ça, par exemple, Venezuela et États-Unis. Vous avez vu que les États-Unis ont déployé des troupes dans les Caraïbes. Donc, on est pas mal le seul média au Québec à offrir la parole à des véritables experts. Là. En Amérique latine, on travaille en 3 langues, anglais, français, espagnol. Notamment, après, on fait les traductions. Puis c'est ça, on va aussi régulièrement aux États-Unis. On a eu plusieurs choses sur l'immigration. On est allé à la frontière américano-mexicaine. Récemment, je suis allé au Salvador, je suis allé en République dominicaine sur la crise migratoire aussi. On construit un mur entre Haïti et la République dominicaine. C'est une île, 2 pays. Donc, on sort des sentiers battus. On essaie d'offrir une perspective différente, mais surtout donner la parole à ceux qui la méritent, mais qui ne l'ont pas. D'accord, mais écoutez, c'est passionnant. J'invite nos auditeurs à se rendre sur votre chaîne YouTube, à s'abonner à votre chaîne YouTube, parce que c'est vrai qu'en partie, votre travail réalisé en Amérique du Sud, c'est un travail qui, dans la sphère francophone, est compliqué, compliqué à trouver, compliqué à réaliser. Et puis, bien sûr, la situation au Canada, on va en reparler d'ailleurs dans un prochain podcast anti-woke, mais ce qui se passe au Canada, vous l'avez dit, comme on est au cœur de la matrice mondialiste cosmopolite, ça permet de comprendre aussi, vu d'Europe, ce qui nous attend, parce que le continent américain, que ce soit les États-Unis ou le Canada, c'est souvent le laboratoire de ce qui arrive en Europe, avec toujours 5 ou 10 ans de décalage. Effectivement. Mais l'analyse de la situation dans votre pays
particulièrement intéressante pour nous, Européens, en particulier pour nous, Français. Merci beaucoup de l'invitation, très apprécié. Jérôme, merci d'être venu. Chers abonnés, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du Libre Média. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.